Bonjour, moi je m'appelle Félix Balmonet et je suis le président de Chat 3D, qui est une start-up basée dans la région lyonnaise qui fait de l'intelligence artificielle autour de la modélisation 3D. Qu'est-ce que vous proposez? Nous, on développe un logiciel, on développe des technologies autour de la 3D, où en fait on va venir par exemple dessiner un dessin d'enfant, par exemple pour un dessin d'enfant, on le met dans notre logiciel et en 2 minutes, ça va le transformer en 3D pour par exemple l'imprimer en 3D, pour le mettre en réalité virtuelle. On a des clients dans le cinéma d'animation, dans le jeu vidéo ou encore dans la réalité virtuelle. Comment vous est venue l'idée? Donc nous, avec mon cofondateur, donc qui s'appelle Glenn, on était en école d'ingénieur à Lyon. On avait monté un projet autour justement des imprimantes 3D et on se rendait compte qu'en fait c'était assez compliqué d'imprimer un objet en 3D aujourd'hui parce que utiliser une machine c'est déjà très compliqué, mais en fait dessiner en 3D c'est complexe. En tant qu'humain, quand on imagine quelque chose, on le voit en 3D dans notre tête. Notre quotidien est en 3D, mais pour autant, toutes les interfaces qu'on a, tous les logiciels sont en 2D. Photoshop c'est en 2D, Canva c'est en 2D. Et en fait, interagir avec de la 3D, c'est très compliqué. Donc on s'est mis en tête de créer un logiciel simple pour faire de la 3D. Donc pour ça, vous utilisez l'intelligence artificielle. Au niveau du droit à l'image et de la propriété intellectuelle, des artistes notamment, est-ce qu'ils restent protégés? Alors, c'est un gros sujet. Nous, nos premiers clients, en tout cas nos premiers utilisateurs, ce sont des artistes. Je te le disais, on travaille vraiment avec les industries créatives, jeux vidéo, cinéma. Donc, c'est quelque chose de très sensible. Il y a deux pendant. Il y a, je dirais, la première partie qui va être tout ce qui est l'entraînement. Donc, comment on entraîne en fait ces modèles d'intelligence artificielle. Et derrière, quand un artiste utilise notre logiciel, la donnée qu'il va mettre en entrée, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc sur ces deux catégories-là, nous on garantit en fait qu'on a un jeu de données, un dataset qui contient pas de copyright. Donc ça c'est quelque chose d'important. C'est pas le cas par exemple des logiciels comme ChatGPT ou les générateurs d'images qu'on voit. En tout cas c'est assez compliqué de le faire. Nous on a eu vraiment un positionnement éthique fort là-dessus pour être en mesure de le garantir. Et derrière, quand vous utilisez notre solution, on garantit aussi que ce que vous mettez, nous, on va pas s'entraîner dessus, on va pas conserver quelque part votre donnée. Si quelqu'un, par exemple, récupère des photos sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça entraîne au niveau de l'utilisation derrière? Ouais, complètement. Alors, on a beaucoup entendu parler, justement, notamment du groupe Meta, qui possède donc WhatsApp, Facebook, Instagram et quelques autres. Que justement eux ils entraînent leur intelligence artificielle sur les données du grand public, donc ça a fait beaucoup de bruit. Nous aujourd'hui on a un positionnement qui est complètement opposé. On juge que c'est pas quelque chose de moral et d'éthique, en tout cas c'est pas un bon comportement à avoir. Et donc nous on fait pas du tout de traitement comme ça. On a juste quand même on va même jusqu'en fait à garantir le fait que si vous mettez une image, on va pas contrôler ce que c'est. Je vous donne un exemple. Si vous mettez en entrée une image de Mickey Mouse, nous on va pas vérifier que vous ayez la propriété intellectuelle de Mickey Mouse. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec le logiciel. C'est vous que ça regarde entre guillemets. Les modèles d'IA, justement, est-ce qu'ils vont voler quelque chose sur Internet, par exemple une photo d'artiste, un portrait, quelque chose, et s'en resservir en le modifiant? Aujourd'hui, c'est un des risques qui existent. Ouais, ça peut complètement. On a vu beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, justement se servir un petit peu des données publiques qu'il y avait sur Internet. C'est un très très gros sujet. Et aujourd'hui, tout ce que vous allez par exemple entrer dans ChatGPT, d'OpenAI, c'est pas très certain de où ça va aller, etc. Et beaucoup de grosses entreprises se saisissent, en tout cas sont en train de se saisir du sujet, parce qu'il faut faire justement attention à ce qu'on partage. Comment on peut faire justement pour garantir ce droit à l'image et qu'il soit respecté? C'est très compliqué. Aujourd'hui en Europe, donc on a eu tout un panel de lois qui sont passées avec le AI Act, qui a été voté, je crois, l'an dernier. C'est des mesures qui vont arriver en application progressivement.
la plus grosse partie va arriver en 2026. En Europe, on a notamment quelque chose qui va s'appeler le C2PA, qui est en fait une législation qui va garantir que quand une entreprise utilise de l'intelligence artificielle pour produire une publicité, par exemple, il faudra qu'elle soit en capacité de sourcer, de montrer sur quel logiciel elle l'a fait, et derrière, s'il le réutilise, d'avoir une certaine traçabilité. N'en demeure pas moins qu'il y a tout ce qui est aussi deepfake, etc. Et ces temps-ci, on le voit beaucoup, que ce soit sur Instagram ou sur tout un espèce de contenu poubelle qui est créé. Ça va aussi devoir évoluer. L'AI Act prévoit en partie ça, mais c'est pas le cas de tous les influenceurs ou tous les comptes, par exemple, basés aux États-Unis ou en Asie. Ces comptes-là vont pas être régulés par cette législation. Est-ce que justement la loi, la régulation, elle va assez vite par rapport au développement de l'IA? Alors, est-ce qu'elle va assez vite? Oui, est-ce que la loi va assez vite? Nous, on pourrait même penser, d'un point de vue en tout cas des entreprises, qu'elle va trop vite. Dans le sens où aujourd'hui, les entreprises américaines, enfin ce qu'on dit un petit peu en Europe, c'est que là, en Europe on régule et en Californie on innove. C'est un des problèmes. On est très protégé au niveau européen en tant que citoyen européen, ce qui est une très bonne chose. Mais le pendant de ça, c'est que ça va un petit peu des fois freiner l'innovation. On voit que justement sur la série d'innovations précédentes de la décennie dernière, il y a eu énormément d'entreprises qui ont émergé aux États-Unis dans le big data et en Chine. Il n'y en a pas eu en Europe, en tout cas modestement en tout cas. Et donc le fait de réguler ça, justement, aux yeux des entreprises, en tout cas, ça va presque trop vite. Mais pour l'intelligence artificielle, qui est quelque chose de peut-être encore plus menaçant pour le grand public, à mon sens, c'est plutôt les États-Unis, la Chine, qui va pas assez vite et qui devrait plus réguler. Oui. Qui détient la propriété d'une image générée par l'IA? Alors c'est un petit peu une zone grise, entre guillemets, donc ça va dépendre du droit. Par exemple, en France, en Europe de manière plus générale, on considère que si vous générez une image et que vous avez mis un prompt, par exemple, qui était très minimaliste, vous n'êtes pas propriétaire de cette image-là. Il faudrait vraiment l'avoir bien modifiée. Il faut être à peu près auteur d'un tiers du résultat final. Donc ça sous-entend être allé un petit peu sur Photoshop, l'avoir retravaillé ou avoir fait un prompt très élaboré, unique. En droit américain, c'est un petit peu plus large, c'est un petit peu plus généreux, on va dire. Aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse claire sur, par exemple, s'il y a une donnée, je prenais l'exemple de Mickey Mouse, s'il y a un Mickey Mouse dans le dataset qui s'est glissé, est-ce que Disney a la propriété, en fait, de ce qui va être généré derrière à partir de ce jeu de données? C'est pas encore très très clair. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas voulu pendant de longs mois de se positionner là-dessus. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'acteurs dire ok, vous pouvez commencer à utiliser l'intelligence artificielle dans les entreprises notamment. Si on revient à Chat3D, sur les images que vous générez en 3D, elles appartiennent à qui? Alors nous, on est en capacité de dire qu'elles appartiennent uniquement, exclusivement à la personne qui va générer, à condition encore une fois que celle-ci la retravaille un petit peu. Toujours pour rester dans les clous du droit français notamment. Donc nous, notre positionnement, c'est de dire qu'un objet qui est généré avec Chat3D aujourd'hui, à part par exemple pour le grand public, il va pas être satisfaisant, dans le sens où pour un professionnel de la 3D, il va falloir le retravailler un petit peu sur les couleurs, les motifs, etc., la géométrie. Et donc il va le remettre dans un logiciel pour le retravailler. Et donc finalement, il va devenir propriétaire du modèle. Vous en êtes où, vous, sur le marché? Nous, aujourd'hui, on est en train d'explorer un petit peu les possibilités. Récemment, on a fait une levée de fonds de 3 millions d'euros. Donc, ça nous a beaucoup aidé. On a fait des recrutements. On a créé des équipes de recherche aussi pour pousser l'innovation. On est les seuls acteurs en Europe sur ce marché-là. Il y a beaucoup d'Asiatiques, notamment des Chinois. Il y a quelques Américains. Donc, on est en train d'essayer d'émerger comme l'acteur éthique et on veut être le leader en Europe d'ici à 2 ans. Après l'Europe? Le monde, la galaxie. En fait, aujourd'hui, notre cible, c'est principalement les entreprises, parce qu'on pense justement que tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui, ça fait pas mal de buzz. On a vu les générateurs d'images, Adam Miyazaki, etc. C'est pas vraiment des applications très professionnelles encore. En tout cas, c'est assez marginal. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment une intégration dans les logiciels qui sont déjà utilisés par les professionnels du secteur. Comme ça sera avec moins de friction et ça pourrait être utilisé plus au quotidien, en tout cas par les artistes. Donc, on vise d'abord ce marché-là professionnel.